Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Troisième Rappel. Ce soir, notre invité est une sorte de multicarte qui a de quoi filer des complexes à toute la profession, qu'il anime des émissions de télé ou de radio, qu'il produise des spectacles ou qu'il écrive des pièces de théâtre. À chaque fois, c'est un carton. Vous l'aurez reconnu, c'est Laurent Ruquier. Il est l'auteur de Si c'était à refaire, une pièce sur la chirurgie esthétique avec Francis Perrin et Virginie Lemoine. La représentation vient juste de se terminer, le temps pour nous d'installer notre décor et nous retrouvons Laurent Ruquier sur scène et devant son public. A tout de suite. J'ai essayé de faire comme Francis Perrin, mais je le fais moins bien, non ? Merci d'être resté pour le troisième rappel de Laurent Ruquier. Laurent Ruquier qui, comme vous le savez, enfin, ou alors peut-être que je vous l'apprends, a écrit cette pièce. Je vous ai entendu bien vous marrer, c'est donc que ces blagues ont fonctionné. Les comédiens vont venir nous voir aussi, Francis Perrin et Virginie Lemoine. Je vous rappelle que cette émission est la vôtre. Si vous voulez poser des questions aux artistes qui vont venir s'asseoir ici, n'hésitez pas. Il y a des micros qui seront dans la salle, vous faites signe et vous pouvez poser votre question. On s'est tout dit. Merci de faire un triomphe à l'auteur de cette pièce. Il arrive du bloc opératoire, monsieur Laurent Ruquier. Laurent Ruquier. C'est bizarre d'être sur une scène, non? Ah oui, oui. C'est marrant parce que là, vous l'applaudissez pour lui faire plaisir, ce qui est bien normal, mais je crois savoir que vous n'aimez pas être applaudi, ce qui est quand même incroyable. C'est vrai, enfin c'est pas que j'aime pas être applaudi, donc quand même, dites pas ça, après, il n'y a plus jamais personne qui va m'applaudir. Non, je trouve ça gênant au bout d'un moment, ouais. Voilà, c'est tout. C'est vrai que quand je faisais du one-man show, généralement ça marchait plutôt pas mal, et les gens m'applaudissaient beaucoup à la fin, et mon producteur était obligé de me pousser sur scène pour que j'y retourne, parce que j'ai toujours un peu de mal au rappel, j'ai toujours un peu c'est-à-dire qu'il y a la limite entre le moment où je pense les gens ont envie d'applaudir et où on va chercher les applaudissements, et moi j'ai du mal à trouver cette limite-là et j'ai pas envie d'aller chercher les applaudissements. Je trouve que c'est bien qu'à un moment donné ça vous savez que quoi. Vous qui aimez bien les bons mots. Mais vous pouvez applaudir quand vous voulez. vous qui aimez bien les. Allez, applaudissements. Tu vois, finalement, j'aime ça. Enfin, je fais ma coquette. Quand je disais, vous qui aimez bien les bons mots, il y en a un qui est connu, c'est à fuir les honneurs, on se flatte deux fois. Ah, voilà, voilà, vous avez tout dit, vous avez tout compris. Merci. Donc, et si c'était à refaire, donc là, on est clairement dans un théâtre, du théâtre de boulevard, ou comment on appelle ça, du théâtre populaire? Ah oui, du théâtre de boulevard. Moi, c'est pas un terme qui me fait du tout rougir. Du bon boulevard et du mauvais boulevard. J'espère que je fais du bon boulevard. Voilà. Mais là, en tout cas, le mot boulevard ne me gêne pas du tout. C'est Manpower qui m'envoie pour le poste de secrétaire. Enfin, c'est pas trop tôt. Ah bah bienvenue, oui. Comment vous appelez-vous? Claudine Grumet. Mais vous pouvez m'appeler Claudine. Eh ben, mademoiselle Grumet, c'est le bon Dieu qui vous envoie. Non, c'est Manpower. C'est pareil, ils font dans le travail temporaire tous les deux. La pièce a été jouée l'an dernier avec Pierre Palmade et Isabelle Mergo, c'est pour eux que vous l'aviez créée. Cette fois-ci, vous avez fait appel à... C'est surtout pour tout dire, pour Isabelle Mergo que j'avais écrit cette pièce. Et puis après, c'est Isabelle qui avait eu l'idée d'aller chercher Pierre Palmade. Donc là, c'est Virginie Lemoine et Francis Perrin qui sont là. Vous avez participé au choix de ces comédiens, pourquoi eux? Ah bah oui, évidemment, moi j'avais envie que la pièce continue à vivre, parce que je trouvais que c'était dommage d'arrêter une pièce qui continuait à faire succès plein, quoi, à remplir le théâtre. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune raison de s'arrêter quand le public est heureux et que ça marche. Quand je vois le carton que vous avez fait l'an dernier, là, vous êtes parti pour faire Boeing. vous partez pour les 1000 représentations. Là. Non, mais après, c'est moi qui vais avoir besoin de chirurgie esthétique si on continue la pièce trop longtemps. On va y venir, n'y venez pas trop vite. Donc, on va maintenant accueillir donc, le docteur Jouvence, qui est donc le chirurgien esthétique, qui est interprété par Francis Perrin, le patron de cette clinique, qui fait appel à une secrétaire intérimaire, qui est jouée par Virginie Lemoine. Et à partir de là, ça va être un sacré bordel. Comme toujours dans le boulevard, il faut qu'il y ait des gags, des rebondissements. Je vous demande d'accueillir Francis Perrin et Virginie Lemoine. Bonsoir Francis. Asseyez-vous. Virginie, bonsoir. Francis Perrin et Virginie Lemoine, mesdames, messieurs. Bon, bonne représentation ce soir. Ah oui. Bon public. Ah oui, excellent. Ouais, ça s'est bien marré. Ouais, très très bien. Comment est-ce qu'on aborde une pièce quand on sait qu'elle a déjà eu beaucoup de succès, ça c'est plutôt chouette, et qu'elle a été jouée par d'autres? Est-ce que vous l'aviez vue avec les autres? Est-ce qu'on s'en inspire? Est-ce qu'on veut pas savoir ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'on reprend une pièce? Virginie, moi je réponds. En fait, moi j'ai eu l'occasion de la voir une fois, j'avais beaucoup ri, je m'étais régalée, et puis j'avais trouvé Isabelle époustouflante. Donc quand Laurent m'a proposé de jouer le rôle, je sais pas que j'étais un peu écrasée
cette proposition. Et puis finalement, j'ai lu une 50aine de fois la pièce et puis je me la suis appropriée. Et puis je crois qu'à nous deux, on a tricoté quelque chose, voilà. Oui, Tricoter, c'est mieux Tripoter ou tricoter, oui. Parce que ça se tripote beaucoup déjà dans la pièce. On a tricoté quelque chose. Si vous vous tripotez en dehors de la pièce aussi, ça fait beaucoup. Oui, non. On fait juste déjà faire la pièce, il y a déjà de cette boulot comme ça. On dit qu'il s'est rien passé. Oh si, s'est passé quelque chose de très grave. J'ai mélangé travail et sentiment, mais maintenant, là, c'est terminé, voyez. Maintenant, je saurai me tenir à ma place jusqu'à ce que votre secrétaire habituel reprenne la sienne. Je suis tout aussi fautif, mais qu'est-ce que vous voulez, vous me troublez. Vous me troublez, je vous trouble, nous nous troublons. Oui, et ils ne se troubleront plus. Voilà, ça, vous pouvez conjuguer ça à l'imparfait. Ah, l'imparfait, moi, ça me convient pas. C'est même mon métier de le corriger. Mais entre nous maintenant, ce sera plus que boulot. Oh, ça m'empêche pas un petit bisou. Donc vous de reprendre Moi, c'est pas la première fois. Moi, j'avais repris Espèce menacée qu'avait joué Gérard Jugnot et j'avais repris ça pendant 1 an avec Daniel Russo et donc lui qui remplaçait Martin Lamotte, et on avait joué 1 an, et ça avait été un gros succès. Donc c'est pas un problème finalement de reprendre un... Non, je trouve, à partir du moment où on a vous savez, une bonne pièce... Alors on disait tout à l'heure, c'est une pièce de boulevard. Le boulevard, c'est quand même le truc qui marche en ce moment. Tous les grands succès théâtraux... En tout cas, ça marche. Mon petit gars. Non, certes, mais enfin, depuis 2 ou 3 ans, les grands succès de fréquentation, j'entends. Je pense que le divertissement a bien son nom, parce que les gens rient, ils oublient pendant 1h30, 2 heures, ils rient, ils rient de bon cœur. Enfin, quand c'est bien ficelé comme ça, quand il y a des bons dialogues, quand il y a des belles situations, écoutez, il n'y a pas de raison de ne pas en profiter. Mais par exemple, est-ce que ça passe par le sujet choisi? Vous êtes un des auteurs, Laurent, qui essaye de renouveler un petit peu le boulevard, en tout cas de le moderniser. La première pièce, c'était sur le milieu des médias, pour faire simple. La deuxième, c'était sur la canicule, donc ça rebondissait sur l'actu. Là, vous prenez un sujet sociétal, la chirurgie esthétique. Est-ce que, avant tout, c'est ça, c'est le choix du sujet? Je pense que ce que veulent les gens, avant tout, c'est rire et s'amuser. Dans notre métier, je dis souvent ça aux journalistes et aux critiques de théâtre qui, parfois, font un peu la fine bouche sur ce genre de pièces. On ne se rend pas compte, parce que les critiques de théâtre, comme nous, on a la chance avec les copains, les gens du métier, d'aller au théâtre gratuitement, et parfois 2, 3, 4 fois par mois. Mais il y a des gens, et peut-être ici d'ailleurs dans la salle, qui vont au théâtre 1 fois par an, et déjà c'est exceptionnel, 1 fois dans leur vie parfois, et ils n'ont pas envie de se tromper. Le public, quand il vient au théâtre, il a envie de s'amuser pour la plupart du temps, parce que si vous allez au théâtre et que puis vous emmerdez et que vous y allez très 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 rarement, vous n'y retournez plus jamais, ou vous mettez 10 ans avant d'y retourner. Et moi, ça vous arrive, vous emmerdez au théâtre, Virginie? Moi, ça m'arrive en tout cas. La dernière fois que vous êtes emmerdé, c'était quand? Je ne sais plus, j'ai oublié. Faut pas me dire ça, moi. Non, mais, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut que des pièces qui font rire, bien sûr que non, c'est pas ça du tout mon propos. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines pièces pour lesquelles il faut avoir une habitude théâtrale. Et pour ça, il faut d'abord passer par des pièces, effectivement, peut-être plus grand public et plus faciles d'accès, comme les miennes, qui sont faciles d'accès, je n'en rougis absolument pas. Mais si les gens se sont amusés 1 fois, ils vont aller voir d'autres pièces après. Le public, je crois, une première question. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Je suis là. J'ai une petite question pour Laurent. Alors, on a pu voir ce soir une pièce avec un chirurgien dont les méthodes sont pour le moins douteuses. Et justement, on en vient à se poser la question et à se demander ce que vous pensez vraiment de la chirurgie esthétique. C'est vrai qu'au sortir de la pièce, on ne sait pas si vous la condamnez ou si vous en moquez ou si vous trouvez ça bien. Ni l'un ni l'autre. Je m'en moque, oui, parce que je me moque de tout, c'est ma règle de base, mais je pense qu'effectivement la chirurgie esthétique peut apporter des choses bien quand on en a envie, quand on en a besoin. Maintenant, comme dans de nombreux métiers, et plus particulièrement dans celui-là, il y a aussi de nombreux charlatans, et moi, ce sont évidemment des charlatans dont je me suis moqué. Ça s'est bien passé? Oui, très bien, très bien. Oh, elle me dit que le sein droit tire un peu plus que le sein gauche, mais c'est dans la tête, ça, hein? Ah oui, le docteur a raison. Ils vont faire votre sein gauche l'année prochaine. Dites pas de bêtises, madame Carnot. Vous, c'était pas pareil, il y a eu un épanchement de sang trop important, il a fallu réopérer. Ça, c'est un cas sur 10. 1000, sur 10 000. Vous n'allez pas échapper à la question, elle est évidente. Qui de vous trois a eu recours à la chirurgie esthétique? Je ne veux pas commencer par vous, Virginie. Laurent. Moi, j'ai tout refait. J'ai commencé par les pieds. Non, sans déconner. Non, mais sans déconner, moi, je sais que, par exemple, j'ai des complexes avec mes joues et tout ça. J'ai souvent pensé, je l'ai encore jamais fait. Parce que des mauvaises langues m'ont dit, oui, il a mis des petits fils d'or dans ses jambes. Non, j'ai souvent pensé, non, ce que je voudrais, c'est qu'on m'arrache les molaires pour que mes joues dégonflent. Et j'y suis jamais arrivé. C'est bien, t'as fait gros bébé, moi j'aime bien. Moi, comme oui, ça. mais à 43 ans, ça devient gênant. Tout ça pour donner son âge, quel cabot. Applaudissements à 43 ans quand même. Francis,
Tout est d'origine? Je n'ai rien touché à 59 ans et je ne toucherai Nom pas... de Dieu, 59 ans. C'est bien. T'as rien touché, j'ai vu ton chèque quand même là tout à l'heure. Ah, ça oui. Bon, c'est pas très sympa parce que vous avez tous les deux donné votre âge, mais Virginie, vous n'êtes pas obligée. Donnez mon âge, j'ai 28 ans, mais je l'avoue. J'ai aucun problème avec ça. Et donc tout est d'origine aussi. Absolument. Mais pourquoi c'est tabou de le dire? Je dis pas ça pour vous, Virginie, vous Il y n'en en avez a pas qui ne le fait. disent pas, mais ça se voit, alors c'est pas la peine. Non, mais je sais pas, c'est tellement une tendance de la société, pourquoi ne pas le dire? Enfin, non, enfin, je sais pas. Oui, non, ça dépend ce à quoi on a touché, hein. C'est ça. C'est plus ou moins avouable. Hein. Alors bon. Allez, voilà. Oh. Et regardez celle-là. Elle dit qu'elle a jamais rien fait, elle est tout le temps fourrée ici. Qu'est-ce qu'elle était émouvante l'année dernière quand elle a reçu son César. Lui, j'adore, j'ai tous ses disques. Alors là, c'est lui, à Bercy, avant sa lipo, et là, au Zénith, après sa succion. Et elle, qu'est-ce qu'elle est devenue? Bah, on sait pas trop. Hein. Et c'est quoi ce chien, là? Ah, lui, c'est Rintintin. On lui a tout remonté avant, c'était un Charpet. On parlait tout à l'heure de comment un petit peu moderniser le boulevard, donc il y a le sujet choisi. Pour autant, ça se voit très bien dans la pièce, les fondamentaux restent. Les amants dans le placard, les gags, les rebondissements, les portes qui claquent, tout ça, ça fait quand même... Enfin, ça, on peut pas y toucher, si je puis dire, dans le genre. Ça dépend, parce qu'il n'y a pas... la pièce précédente, par exemple, Grosse Chaleur, qui s'est jouée ici au Théâtre de la Renaissance, il n'y avait pas d'amant dans le... C'était la pièce sur la canicule, il n'y avait pas du tout d'amant dans le placard, non, on n'est pas obligé. Ça dépend des situations et des pièces, puis de l'envie du moment. Là, effectivement, encore qu'il n'y ait pas tant d'amants que ça dans le placard, là... Mais 3 minutes. Mais ce qui est vrai, là où vous avez raison, c'est qu'il faut qu'il y ait des rebondissements. Ça, moi, c'est mon truc. Quand j'écris une pièce, c'est que ma hantise, c'est que le public s'ennuie. Bon, Laurent, je veux pas que vous piquiez le job des comédiens, mais Stéphane Bern, que connaît bien Francis Perrin, qui a joué avec lui, s'est lancé dans la comédie. Pourquoi vous n'avez pas envie de jouer vos textes? Un jour, j'aimerais bien jouer avec mes camarades sur scène. Je suis pas comédien du tout. Ouais. Mais comme j'ai fait jouer des tas de gens qui n'étaient pas comédiens avant, je me dis, après, non, c'est surtout Isabelle Mergo qui m'a souvent dit, mais alors, qu'est-ce que j'aimerais que tu joues avec moi un jour sur scène? Et puis c'est vrai que moi, j'ai toujours fait du one-man show. J'ai jamais joué avec des partenaires. J'aimerais bien une fois, mais auquel cas, je m'écrirais un rôle qui soit très près de ce que je suis dans la vie, parce que je serais incapable d'interpréter vous partez de loin, là, c'est ça? Un personnage. Ouais. Voilà, et pourquoi pas? Mais le problème pour ça, c'est qu'il faudrait qu'on me vire de la télé, de la radio. Non, c'est pas demain. Et je vois bien l'énergie que ça représente chaque soir. Peut-être même encore plus que le one-man, parce que, encore que j'en sais rien, mais j'étais déjà crevé en faisant du one-man. À l'époque, je faisais déjà de la radio et de la télé en même temps. Mais j'imagine d'être tous les soirs ici. Là, en ce moment, je sais que je pourrais pas. Quoi. Le public, une question. Bonsoir. Bonsoir. Laurent, une question. Dans vos pièces précédentes, vous avez fait jouer vos chroniqueurs. Pourquoi avoir choisi des comédiens confirmés pour cette pièce? Alors, dans une pièce, j'ai fait jouer mes chroniqueurs. Dans la deuxième Grosse Chaleur, j'ai fait jouer Pierre Bénichou pendant 3 ou 4 mois. Puis là encore, le rôle a été repris ensuite par Gérard Hernandez. Mais je vais vous dire la vérité, j'ai souvent dit ça aux journalistes, mais souvent, ils le notent pas après dans les articles, parce que ça leur plaît bien l'idée que j'avais envie de faire jouer mes chroniqueurs et puis que c'était pour ça, pour attirer le public. Or, c'est entièrement faux. Dans ma première pièce, j'ai écrit une pièce, j'avais une envie, c'est qu'elle soit jouée par des comédiens. Mais hélas, les comédiens à l'époque ne voulaient pas jouer dans ma pièce, ou alors moi, les comédiens que je voulais et qui, eux, étaient d'accord pour jouer dans mes pièces. C'est très compliqué, le théâtre, Francis, c'est ça sûrement aussi bien que moi. Il y a des directeurs de théâtre qui vous disent « Ah non, pas lui, non, pas ce comédien dans mon théâtre ». Je ne vais même pas vous mentir, c'est honteux, je peux le dire véritablement. Michel Roux, qui était d'accord pour jouer ma première pièce, La Presse est unanime. Et bien, il y a certains théâtres qui m'ont dit « Pas Michel Roux chez nous ». C'est honteux d'entendre ça. Et c'est pas il y a des mecs qui n'ont pas la carte. Et Ils ne sont pas blacklistés, mais ils n'ont pas la carte. C'est pas normal. On ne sait pas pourquoi, il y a des choses comme ça. C'est des questions de mode. Il y a des a priori. Et dans le milieu des comédiens, quand on a su que Ruquier se lançait dans le théâtre et qu'en plus il faisait bosser ses chroniqueurs et pas des comédiens, ça a dû jaser un peu quand même. C'est pas à moi qu'il faut dire ça, parce que moi je trouve que c'est bien qu'il y ait une diversité. Il faut demander ça à ceux qui sont très les intégristes, Virginie. Des intégristes, ça c'est pas moi. Au contraire, enfin, je veux dire, à partir du moment où quelqu'un monte sur scène et défend un texte et peut le défendre, bienvenue. Je veux dire, pourquoi il n'y a pas un débat? Parce que vous êtes des comédiens qui bossent peut-être, mais on parle de comédiens qui ont du mal parce qu'ils ont des mauvaises étiquettes. Quand en plus ils voient que les gens de télé leur piquent le boulot, peut-être qu'ils doivent l'avoir mauvaise, quoi. Ça, c'est compliqué, mais qu'est-ce que vous voulez y faire? Il y a toujours des gens pas contents parce que d'autres sont à leur place.
Bon. Ça ne tient pas Ruquier qu'à nous. comédien, ça vous paraît plausible ou pas vous deux? Moi, j'ai vu sur scène, bien sûr. Ah, mais en plusieurs one fois man, sur vous l'avez scène. vu, pas en- Oui, mais du coup, on peut voir comme si interpréter des personnages, bien sûr. Et les comédiens, vous vous sentez bien avec eux, Laurent? Est-ce que, enfin, c'est des gens particuliers quand même, les comédiens. Est-ce que... Quand même, plus ça va, plus ça se passe pas mal quand même. Ouais. D'abord parce que j'ai la chance d'avoir fait des pièces qui ont à chaque fois. Et vous vous sentez des leurs, très c'est ça bien. que je veux Oui, maintenant. Enfin, ça dépend quelle famille de comédiens. Il y en a encore qui me font un peu la gueule. Enfin, en même temps, c'est un peu compliqué parce que comme je suis aussi de la télé, il y a aussi les comédiens. Ils ont envie J'aimerais bien passer dans son émission. c'est ça. La boucler. les choses ont un peu changé, on va dire. Mais quand même. C'est pour ça non. que vous faites autant de trucs, c'est une toile en fait. C'est une Non, toile mais d'araignée. souvent vous avez raison, finalement, ce sont plutôt les comédiens qui travaillent pas qui vous en veulent. Ceux qui sont bien dans leurs bottes, ils n'ont aucune raison d'être jaloux et gris du succès des autres. C'est plutôt ceux qui sont en difficulté ou qui ont un peu plus de mal ou qui remplissent pas leur salle. C'est ceux-là qui ont un... C'est triste, mais c'est comme ça. Puis c'est un peu comme ça dans tous les métiers, de toute façon. C'est pas spécialement pour les comédiens. Bien. Voilà. Eh ben, Francis et Virginie, merci de les accueillir à nouveau. Merci. Je vais garder Laurent. Merci à vous. Bonsoir Virginie. Je commence par Virginie, Francis. Bonsoir, merci beaucoup. J'y suis, j'y reste. Dites au docteur que je suis là. Alors, le docteur n'en a pas pour très longtemps. Il redescend dans moins de 5 minutes, m'a-t-il dit. Ça ne vous empêche pas d'aller le prévenir, je suis arrivée. Mais donc vous êtes pressé, vous. Alors, qui dois-je annoncer? Je suis Madame Jouvence. D'accord. Docteur, il y a votre maman qui est là. Elle vous a... Ma mère? Ça m'étonnerait, elle est morte depuis 20 ans. Ben, elle bouge encore. Alors quand on voit le succès que vous avez quand même aujourd'hui, Laurent, parce qu'au départ c'est pas gagné tout ça, il n'est pas devenu comme ça auteur du jour au lendemain, Laurent Ruquier. Et alors je suis embêté parce que j'ai eu beaucoup de mal à le trouver en plus. Je sais pas si quelqu'un peut me l'amener. C'était votre livre de chevet, je crois. Et puis quand vous alliez à l'école, bah, voilà, pardon, voilà ce livre, Pierre Doris, pour ceux qui le connaissent pas. Est-ce que c'est bien ce livre que vous avez lu dans votre enfance? Bon, c'est un livre que j'ai. Ah ben je l'ai encore, hein. Parce que je pensais que c'était le mien que vous avez. C'est un autre que vous voulez dire. Vous savez, il y a toujours des copains, une collaboratrice qui donne pour les émissions des choses qui sont chez vous. Puis vous savez pas que c'est parti. Vous lisiez ce bouquin tranquillement chez vous et le lendemain à l'école, vous vous appropriez les blagues de Pierre Doris. Alors moi, le lendemain, en fait, ce que je faisais en allant à l'école, c'est que je faisais croire... Je racontais pas des blagues, c'est-à-dire que je m'attribuais les histoires de la famille de Doris comme si c'était ma propre famille. Donc je disais ça très sérieusement à mes copains d'école. J'arrivais à l'école, je disais ah, tu sais, moi je mange pas beaucoup chez moi, c'est terrible. Chez nous, on mange à la carte. Ah bon? Ah oui, c'est celui qui tire l'as de trèfle qui mange. Bon, des conneries comme ça, quoi. C'était vraiment un précurseur. Je voulais tester vos connaissances en citation. Je vous en cite 3-4 et vous essayez de me retrouver l'auteur. Le public peut jouer avec vous. C'est pas si facile. Alors la première. On dit toujours que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est une connerie. Regardez les éboueurs. Je sais pas qui a dit ça. Jean-Yann. Ah, Jean-Yann. Bah, pourtant, j'en connais beaucoup de Jean-Yann. C'est pour ça. Moi, ce que je préfère de Jean-Yann, c'est on est tous égaux et après, on se démerde. Alors, une deuxième. L'accouchement est douloureux. Heureusement, la femme tient la main de l'homme. Ainsi, il souffre moins. Je sais pas qui c'est. Pierre Desproges. Pierre Desproges. Paris sera bientôt la seule ville au monde où, au réveil, on pourra entendre les petits oiseaux tousser. Ah ben ça, c'est Pierre Doris. Bien joué. Voilà. Quand même, quelle mémoire quand même, c'est Ruquier. Allez, une petite dernière. L'avortement, je ne suis ni pour ni contre, je suis pour qu'on laisse le choix à l'enfant. Ça, c'est moi. Exactement. Quand même. Remarquez, vous auriez pu me piéger parce que j'en écris tellement et tous les jours que parfois il y en a que j'oublie. Hein. Une cliente ne doit jamais en croiser une autre et ne jamais prononcer le nom du client devant une autre cliente. Oh là là, attendez, très important. Il n'y a pas de cliente. Il n'y a que des patientes. Notez ça, des patientes. Des patientes, voilà. Parce que parmi les patientes, on a des personnalités. Ah, on en a. Et sans jeu de mots. Oui. On a des personnalités et des personnalités. Bien, celle-là, elle est bien. Hein. J'aime bien. Une question du public. Oui, bonsoir Laurent. Je voulais savoir quel était votre humoriste préféré? Quel est mon humoriste préféré? Alors aujourd'hui c'est plus difficile parce que j'ai eu des humoristes préférés. Non, mais du moment. Alors du moment, il y a des. Bah, moi, il y a par exemple. C'est un peu compliqué parce qu'évidemment ceux que j'aime, je les fais bosser. Donc j'adore Christophe à l'évêque, j'adore Le Moine, Florence Foresti me fait hurler de rire. Voilà, ceux que j'aime, je les engage. Alors, après, il y a ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps. J'ai toujours été fan de Guy Bedos, ça va de soi, parce que c'est évidemment on va dire dans la tradition de ce que moi j'ai eu envie de faire ensuite.
adulte, j'ai adoré évidemment Pierre Desproges. J'étais pas très Coluche, moi, curieusement. Plus peut-être à ses débuts quand il faisait sa revue de presse sur scène, parce que lui aussi faisait une revue de presse. Vous êtes assez imitation, vous aimez bien les imitations. Ah oui, alors j'adore les imitateurs. Vous en faites un peu. C'est vrai que j'allais oublier. Oh non, vous n'allez pas me faire imiter. Non, mais j'étais fan de Thierry Leluron, ça. Une petite, Laurent. Évidemment, non, je suis très mauvais. Hein. Vous faites hyper bien Bourvil. Ah bah là oh bah, c'est pas gentil. C'est vrai qu'il le fait bien. Alors ce qui est amusant, c'est que vous avez démarré en 87. J'ai eu au téléphone Jacques Maillot, qui est quelqu'un que vous aimez bien. Ouais. Jacques Maillot, il s'occupait de L'Oreille en coin à l'époque à France Inter. Maintenant, il fait des choses au théâtre des Deux Ânes. Et puis un jour, il s'est dit, je vais lui donner sa chance à ce gars-là. Et il veut le faire monter au caveau de la République pour faire du stand-up. Et Maillot se souvient très bien de votre première réplique. Est-ce que vous en souvenez? Ah non, allez-y. Parce que déjà, votre truc, c'était de déconner avec l'actualité. Ouais. Ça a toujours été cela. Allez-y, c'était quoi? Vous en souvenez pas? Non. Bonne nouvelle, Christine Villemain est enceinte. Mais elle a pris des cours de natation avant la naissance. C'est de vous. Ah non, mais ce qui était terrible, c'est que avant de monter sur scène le premier jour, le 10 décembre 87, je me souviens très bien de la date, j'ai auditionné une fois devant le directeur du caveau de la République, Martial Carré, et puis je crois un chansonnier qui est décédé il y a peu de temps, qui s'appelait Edmond Meunier, et ils étaient deux dans la salle, et j'auditionne. Et je fais... J'étais jamais monté sur scène, moi, pour faire mes textes. Donc j'avais mes petites fiches, un peu comme Bedos fait aujourd'hui, finalement. Et je balance des vannes et des trucs horribles comme ça. Je me souviens, une des choses qui avait choqué le directeur du caveau de la République, qui m'a dit « Je vais vous prendre, mais ça, il faut enlever ». C'était, je crois, il y avait Jean-Pierre Léaud, le comédien, qui avait agressé une vieille dame. Et j'avais dit un truc du genre Jeanne Moreau est toujours à l'hôpital ». Enfin, un truc affreux sur Jeanne Moreau. Il m'a dit « Oh là, mais vous pouvez pas toucher comme ça aux vedettes. Jeanne Moreau, c'est un mythe, on n'a pas le droit de se moquer d'elle ». Enfin, bon, et j'avais un peu révisé mes trucs. Puis bon, finalement, je suis arrivé le 10 décembre, je suis resté 5 ans là-bas quand même. Alors justement, c'est parce que le talent était là. Mais il y avait un petit problème chez Laurent Ruquier. Donc c'est toujours Jacques Maillot qui me raconte ça avec de la gourmandise dans l'anecdote. Le jour où il arrive à Paris, il ne peut pas aller vous chercher à la gare Saint-Lazare. Il envoie donc une assistante. C'est vrai. Une assistante vient vous chercher et là, elle vous voit. Et elle appelle Jacques Maillot en catimini en disant « Il y a un problème, ce type a un look épouvantable. C'est pas possible, on peut pas lui faire de presse, de télé, c'est pas possible. » Alors, je me suis permis de ramener une petite photo, Laurent. C'est ça, à chaque fois, on me refait le coup. Allez-y. Non, parce que le public... Je crois que j'allais m'inscrire à la chirurgie esthétique tout de suite après. Voilà, regardez. Oh, voilà. On peut se moquer un peu de Ruquier. Faites voir. Oui, c'est ça. J'avais une permanente, j'étais bien joufflu. Et des lunettes affreuses, faut bien dire. Terrible. Non, mais moi, ça m'arrange de montrer à tout le monde qu'il y a 20 ans, j'étais moins bien qu'aujourd'hui, je veux dire. C'est dans l'autre sens que c'est gênant. Voilà, exactement. Mais d'ailleurs, il y a une évolution physique étonnante, enfin étonnante en tout cas certaine, et aussi de look. Est-ce que tout ça s'est fait naturellement, ou est-ce que vous avez bossé là-dessus? Vous avez fait appel à des coachs, j'en sais rien. Non, ça se fait petit à petit, ce sont les rencontres. Par goût aussi peut-être. Et puis c'est aussi... Si vous n'aviez pas auparavant. Et non, puis attention, et vous rigolez, vous, c'est aussi une question de moyens, et vous êtes drôle. Ah, le fric. C'est la base toute simple. Ils sont drôles, les gens à Paris qui gagnent du fric comme moi maintenant aujourd'hui, puis qui disent « Ah ben regarde, il est mal habillé ». Bah oui, mais ils n'ont pas de rond, les gens, vous savez, donc ils peuvent pas s'habiller aussi chic que ça. Donc aujourd'hui, oui, j'ai la chance d'être mieux fringué parce que je gagne beaucoup d'argent, mais quand je suis arrivé du Havre, j'avais pas un rond, tout simplement. Puis j'avais pas appris non plus forcément le goût de l'esthétique. Voilà, et tout ça, ça se fait au... L'argent embellit. Ben oui, bien sûr que l'argent embellit, enfin l'argent salit aussi parfois à l'intérieur, mais en tout cas à l'extérieur, oui, bien sûr que l'argent embellit, ça va de soi. Oui, bonjour monsieur. C'est la chirurgie esthétique Dr Jouvin, j'écoute à l'appareil. Je voudrais parler à la dame qui vient d'appeler il n'y a pas 5 minutes. Ah bah c'est une dame. Ben regardez bien autour de vous, il doit bien y avoir une dame. Eh ben elle voulait savoir si la chirurgie esthétique Dr Jouvin, j'écoute, faisait aussi les hommes. Alors j'ai dit non, alors qu'en fait oui. Ben, c'était pour... il y avait un double menton, les poches sous les yeux et un strabisme convergent. Enfin, en clair, ilouche. Et puis alors, la surcharge pondérale au niveau des bras, du ventre et des cuisses. Enfin, en gros le gras du bide. Et ben, elle a dit que c'était pour son mari. Ah, vous êtes le mari? Alors, c'est pour vous. Vous ne vous voyez pas du tout comme ça. Ah oui. Non mais ça c'est normal, vous louchez. Mais je me suis toujours demandé si, avec toutes les cordes que vous avez à votre arc, vous pourriez très bien vous passer de télévision après tout. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vitrine et tout ça. Et je me suis demandé si la télé, c'était pas avant tout pour vous accepter physiquement que vous en avez fait. Ah bah, en tout cas, j'ai pas pensé à ça. Ce qui est vrai, c'est qu'au départ, j'ai eu du mal à la télévision parce que je ne m'acceptais pas physiquement. J'étais donc mal à l'aise devant les caméras. Et il faut vraiment avoir un ego surdimensionné pour dire « Ah oui, non ».
je suis vachement bien, quoi. Non, mais en revanche, c'est vrai que ça m'a aidé à m'accepter. Voilà, ça c'est vrai que mais enfin, j'en fais pas pour ça aujourd'hui, non. Bon, en tout cas, qu'est-ce que vous en faites? Hallucinant. D'ailleurs, c'est le cliché principal, enfin c'est pas le cliché, c'est l'interrogation principale qu'on a sur Laurent Ruquier, c'est comment fait-il pour tout faire? Télé, radio, écrire des livres, produire des spectacles. Alors moi je me suis dit, à force de le dire, on se dit bah ouais, mais il y a peut-être un moyen de bien se rendre compte de à quoi ressemble une semaine de Laurent Ruquier. J'ai amené un agenda, on va le remplir avec vous, on va voir, on va voir ce que ça donne une de vos semaines. Ça on m'a jamais fait ça. Voilà, alors on va dire que la radio c'est en jaune par exemple. Alors, c'est quand la radio? Alors, le lundi, c'est le matin, à 8h30. Bon, on va dire que c'est par ici. Voilà. Ensuite, je file à la télé. Non, la radio, vous en faites tous les jours? C'est tous les jours à 8h30, sauf le vendredi, c'est l'après-midi à 4h30. D'accord. Donc, ça, c'est la radio. C'est-à-dire que je fais enregistrer du lundi au jeudi et maintenant en direct le vendredi après-midi. On va voir si vous avez quelque chose à envier au ministre. Allez, la télé en orange. Alors la télé, j'y vais à partir de 10h30 le matin et j'y suis jusqu'à 14h pour l'émission On a tout essayé. Ah d'accord. Et ça, vous le faites tous les jours aussi? Tous les jours, sauf le jeudi. Car le mercredi, j'en fais 2, c'est-à-dire que jusqu'à 18h30. Le mercredi jusqu'à 18h30. D'accord. J'adore. Ça commence à se remplir. Hein. Voilà. Alors après, maintenant, il y a l'émission du samedi soir. Alors l'émission du samedi soir, c'est le jeudi soir qu'on la tourne. Ah, le jeudi soir, d'accord. J'y suis à partir de 17h parce qu'il y a des répètes avant. Mais là, on parle que de réalisation parce qu'il faut préparer tout ça. Évidemment, j'y suis de 17h à 2h du matin le jeudi soir. Ah d'accord, donc j'ai même pas de place sur l'agenda. Donc qu'est-ce qui alors évidemment, autrement avant, le matin, l'émission commence à 8h30, mais j'y suis à 6h à Europe pour lire... On travaille un peu ici quand même. Voilà. Parce que sinon on s'emmerde. Pour lire la presse, c'est la base de tout mon travail. La lecture des journaux, c'est à 6h du matin. D'accord. Sauf le vendredi où j'ai la chance de pouvoir y aller plus tard. Bon bah voilà. Une semaine de Laurent Ruquier, il reste pas beaucoup de place. Pas quand même, regardez, il y a des soirs de libre. Non mais c'est vrai, oui, j'arrête pas, vous avez raison, mais en même temps, je fais des choses différentes et c'est ça qui me plaît et ça m'amuse de... Parce que vous avez des trucs à préparer aussi, il faut aussi aller voir le spectacle des autres pour vos émissions. Bah oui, ça évidemment, puis de temps en temps venir ici aussi voir les copains qui jouent ma pièce, ça va de soi. Mais je vais pas me plaindre quand même. Non mais il s'agit pas de se plaindre, il s'agissait de se rendre compte. Ça vous paraît impressionnant ou pas du tout? Non mais vous me faites rire les journalistes, pardon de vous dire ça, vous parlez à des gens qui vont bosser, vous savez, qui partent parfois de 6h du matin chez eux, qui vont bosser 8 heures par jour, qui font parfois pas un boulot très rigolo pour gagner pas beaucoup d'argent et qui en plus rentrent le soir pour s'occuper de leurs gosses, faire la vaisselle et tout le reste. Excusez-moi, j'ai une vie de rêve à côté de ça, voilà, c'est tout, donc j'ai pas à me plaindre. Pardon. J'ai bien le droit d'avoir des questions cons, non? Une question dans le public. Oui, bonsoir Laurent. Donc j'aurais deux petites questions à vous poser. La première, on vient de le voir, vous faites énormément de choses, notamment avec vos collaborateurs, mais est-ce que vous avez une vie sociale à côté, en dehors justement de ces chroniqueurs qu'on connaît tous? Et la deuxième, est-ce que vous n'aurez pas une petite place pour moi à la télé justement, ou à la radio? Alors la deuxième question, je l'entends, allez, 20 fois par jour, et je réponds, écoutez, ça se fait pas comme ça, c'est pas facile, c'est pas simple. Je vais vous dire, en fait, ce que je réponds aux gens qui, tous les jours, on me donne au moins 10 CD, 10 DVD, 10 CV, et je suis très triste parce que moi, je sais on m'a donné ma chance au départ, justement parce que j'ai envoyé un courrier à Jacques Maillot un jour, parce que Martin, pareil, je lui ai envoyé un courrier à Inter, à France Inter, j'ai envoyé une cassette, et c'est comme ça que j'ai démarré. Alors, ce que je fais, c'est que parfois, dans les piles de choses qu'on me donne, parce qu'aujourd'hui, il faudrait que je ne fasse que ça, c'est-à-dire que j'arrête tout, puis je passe ma journée à écouter ce qu'on me donne. Donc parfois, je prends un truc au hasard dans tout ce qu'on me donne, et puis ça peut arriver que j'engage une personne. Mais c'est au petit bonheur la chance, je ne peux pas faire autrement. Quant à la première question, est-ce que j'ai une vie sociale? En dehors de votre entourage professionnel? Alors c'est vrai que moi, je cultive la camaraderie et parfois l'amitié, mais l'amitié c'est un grand mot. Je ne suis pas ami avec tous les gens avec qui je travaille. Moi je suis très conscient de ça et très lucide par rapport à ça. J'ai quelques amis avec qui je travaille, parce que ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble et qu'on commence à se connaître. Il y en a d'autres, c'est des bons camarades, comme on peut avoir des bons camarades et des bons collègues, et comme on peut aller faire une bouffe avec un collègue de travail. Et puis c'est vrai que quand on sympathise, ça nous arrive de passer une semaine de vacances ensemble. Mais voilà, par exemple, j'entends, ou je lis souvent dans les journaux, il part en vacances tout l'été avec sa bande. Non, heureusement, vous vous rendez compte un peu, si j'ai en plus à les supporter pendant 2 mois. Vous avez déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Oui, 3 nouveau-nés, des triplés. Vous me passez la fiche, Claudine? Merci. Merci. Alors, quel est le confrère que vous avez été voir?
Marcelin? Oh là là, il faut pas aller voir n'importe qui, hein. Oh là là. En 3 fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on me l'a râpé une première fois. Râpé et raté. Alors le docteur Marcelin a pris un peu d'os au niveau de la hanche pour me sculpter un nez de rechange. Bon. Et puis comme j'avais comme une petite dent qui poussait sous la peau à l'emplacement de la cicatrice, ben il a refallu un petit coup de râpe. Ah mais maintenant ça y est, hein, en 3 fois, mais c'est un bon résultat quand même. Hein. C'est un chirurgien qui devenait gâteux, il commence à rapoter. Vous avez dit de l'humour. Oui, mais on est bien détendu là, alors. En tout cas, tout ce que vous faites en télé, en radio, ça marche. Bon Dieu, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes si populaire? Pourquoi vous? Vous savez ça, alors là, ça va, ça vient, je ne l'ai pas toujours été, je le suis en ce moment, je serais... Enfin voilà, je serais hypocrite de dire que je me rends bien compte que ça marche en ce moment, ce serait mentir, quoi. En même temps, c'est marrant, j'ai lu récemment quelque part que vous rêviez intimement d'un échec. Un truc comme ça qui vous fasse un... Oui, pourquoi je dis ça? Parce que ça me donnerait les couilles, le courage de... Enfin, c'est que en fait, j'aurais pas besoin d'avoir les couilles d'arrêter moi-même quelque chose. Et parfois, je me dis, bah, c'est peut-être ça qu'il faudrait qu'il m'arrive pour que je prenne plus de temps encore pour écrire et m'atteler à d'autres projets qui me tiennent à cœur et que j'ai pas encore le temps de concrétiser. Voilà. Mais bon, ça va venir. Ça va venir. Je ne suis pas pressé. Le public? Oui. Bonsoir. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. On ne peut pas vous reprocher de manquer d'humour. Et je me demande personnellement si c'est inné, si c'est en vous depuis que votre plus jeune âge, ou si, on l'a vu tout à l'heure sur le planning, vous passez votre temps à travailler ça avec des techniques particulières et lesquelles? Ouais, la machine à blague, quoi. Alors, il y a 2 choses. J'ai ça en moi depuis... peut-être pas la toute petite enfance, mais en tout cas, je crois depuis le CM1, CM2, parce que je me souviens avoir commencé à faire les imitations de Thierry Leluron, par exemple, dans la cour de récréation pour faire marrer mes petits camarades. J'ai souvent expliqué que j'étais ni riche, ni beau, ni costaud. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas pire milieu que le milieu de l'enfance. Moi, j'étais très complexé par rapport aux autres garçons. Je me disais, mais pourquoi les filles vont vers eux, pas vers moi? Enfin, il y a tas de choses qui se passaient comme ça dans ma tête. J'ai très vite compris qu'en faisant rire, les gens allaient venir vers moi. Alors voilà, j'ai cultivé ça. Ça devait être inné au départ, mais je l'ai évidemment cultivé. Et puis après, évidemment, une fois que ce métier est commencé, c'est sûr qu'après, il y a une mécanique. Ça fait quand même 20 ans maintenant que j'en vends, comme pour employer une expression pas très gracieuse, mais depuis l'arrivée à Europe 1 pour écrire pour Jean Amadou en 88, tous les matins, je suis plongé dans les journaux. C'est vrai que je mets moins de temps. Il n'y a pas de ficelle, il n'y a pas de recette, mais je vais plus vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je lis un article, pouf, tout de suite, ça me vient, alors que peut-être ça me mettait une demi-heure il y a 20 ans, forcément. Il y a une mécanique, une gymnastique, c'est le mot, merci, qui s'installe, ça va de soi. Mais il a un truc aussi, Ruquier, je vous le donne, parce qu'il ne le dira pas, c'est qu'il recycle un peu. Malgré tout. Mais pas tant que ça, faut pas croire ça, c'est pas si facile que ça de recycler. Quand vous avez une bonne blague, vous la casez dans 2-3 émissions. Mais non, non, vous Sérieux? Sérieux, c'est que vous les regardez pas, c'est impossible. Mais non, je suis désolé, mais vous pouvez pas, quand vous avez une bonne blague, vous avez une émission 6 soirs par semaine, vous pouvez pas vendre tous les soirs la même blague. Ce qui peut arriver, là je vous l'accorde, c'est qu'à la radio sur Europe, dans l'improvisation, il y a un truc que j'ai écrit pour la télé le midi, puis pouf, je la ressorte. Ça c'est vrai pour la radio l'après-midi, mais ça n'empêche que je vous le mets au défi d'écrire quand même tous les jours des choses nouvelles pour la télévision. Je veux dire, si moi je recycle, alors non, j'écris... Mais vous pensez bien que c'est la jalousie qui me fait parler? Non, mais je veux dire, j'écris tous les jours des choses nouvelles, quoi. Et je ne peux pas, j'aimerais bien pouvoir recycler, mais je ne peux pas faire autrement. Vous ne pouvez pas dire la même chose tous les soirs aux téléspectateurs. Recycler, pardon, mais recycler, c'est ceux qui font du one-man show tous les soirs, le même. À côté d'eux, je recycle pas du tout, cher ami. En tout cas, le sujet est sensible. Mais c'est pas un sujet sensible, mais c'est la vérité. Je veux dire, il y a des gens qui font le même sketch tous les soirs, il y en a même qui font le même sketch depuis 20 ans tous les soirs. Moi, tous les soirs, je suis obligé d'écrire quelque chose de nouveau. Ouais. Alors, c'est parfois pas aussi drôle, parce que c'est vrai qu'on peut pas être bon tous les soirs. Alors, voilà, ça varie, c'est des soirs très bons, des soirs moins bons, des soirs pas bons du tout. Mais en tout cas, voilà, je fournis tous les soirs quelque chose de neuf. Ça, je vous jure. Ce qui m'a fait marrer, peut-être avez-vous vu cette émission l'an dernier, parce que cette année, vous la faites plus, c'était sur Paris Première, ça s'appelle Ça Balance. Et on est allé faire appel à Laurent Ruquier, alors que Paris Première a plutôt une image un peu élitiste, que l'émission s'adressait plutôt à des intellectuels un peu branchés. Et le fait qu'on fasse appel à vous, ça a dû bien vous faire marrer, ça, quand même. Pour faire la nique aux intellos, il n'y avait pas mieux. C'est pas ça, non, ça m'a donné de la confiance, vous voulez que je vous dise. J'avais un complexe d'infériorité, moi, par rapport à tous ces gens-là.
Et finalement, je me suis aperçu que j'étais pas plus con qu'eux. Et ça m'a vraiment rendu plus fort. Mais vraiment, sincèrement, ça m'a beaucoup servi ce passage à Paris Première. Mais comment vous expliquez que malgré cette capacité que vous avez à faire l'aller-retour entre une télévision populaire et une peut-être un peu plus élitiste, il y a encore une presse qui vous méprise un petit peu? Je pense au Nouvel Obs, je pense à Télérama, je pense à Libé, toute cette presse-là qui vous reconnaît pas. Mais pourquoi vous pensez... Et en plus, ça vous agace. Ben oui, parce qu'ils sont cons, ils se tirent une balle dans le pied. Pourquoi vous pensez que cette presse, soi-disant de gauche, s'adresse uniquement à un public parisien élitiste, de gauche, alors là pour le coup, vraiment caviar ou bobo, mais pour moi la gauche c'est pas ça. Pour moi la gauche sont les ouvriers, sont les gens et pardon, on n'est pas tous obligés d'avoir la même culture, d'avoir un niveau intellectuel très élevé et les journalistes ont du mépris pour ce qui est populaire. Et pour moi la gauche c'est populaire avant tout. La gauche c'est pas le Nouvel Obs et c'est pas Libération, sûrement pas. Donc vous n'êtes pas de la bonne gauche pour eux, c'est ça que vous dites? Voilà, exactement. J'ai pas la carte. Je suis finalement, je viens d'un milieu ouvrier et ils méprisent ça. Il faut pas croire. Moi j'ai du respect pour les gens qui divertissent le grand public. J'aime pas le mot peuple, ça me plaît pas, mais le grand public. Et quand c'est fait avec honnêteté, quand c'est pas fait en trichant, parce qu'il y a des animateurs qui essaient de se mettre au niveau du public, ça j'aime pas. Mais quand c'est fait, comme Jean-Pierre Foucault, par exemple, je trouve formidable ce mec-là. Moi j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour drôle, Foucault. Parce que Foucault c'est un mec qui fait des émissions populaires et il a du respect pour les gens, ça se voit à l'antenne. En revanche, il y a des animateurs, on voit bien qu'ils se foutent de la gueule, ils n'arrêtent pas de se foutre de la gueule des gens qui sont dans les émissions parce qu'ils ont du mépris pour eux. Et ben voilà, c'est un peu ce qui se passe aussi au Nouvel Obs et à Libération. Oh, bah, je ne vais pas citer des noms, je les ai déjà cités, ça m'a valu beaucoup d'ennuis. Sur ma propre chaîne. Bravo, tout à votre honneur. Une question du public. Oui, bonsoir Laurent. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de nous faire rire tous les soirs. Ah, vous êtes là, pardon. C'est tellement agréable. Merci. Alors, une question quand même. Parmi vos chroniqueurs que vous citiez tout à l'heure, lequel ou laquelle metteriez-vous parmi les meilleurs? Difficile. Ah. Allez, vous avez raison de le mettre un peu dans la merde. Alors, c'est qui le meilleur, Laurent? Chacun dans leur genre. Non, c'est pas bon, ça comme réponse. Mais je peux vous dire, je vais vous répondre, je n'ai pas pratiqué la langue de bois. J'adore Isabelle Mergo, j'ai toujours adoré, je la trouve la plus drôle de toutes les filles qu'on ait jamais eues dans la bande. Dans un autre genre que Florence Foresti aujourd'hui, dans le sketch qui elle est formidable, mais dans la répartie, Isabelle Mergo, il n'y a pas meilleur. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, je ne cacherai pas, ça va faire râler beaucoup d'autres, mais qu'à la radio, plus qu'à la télévision, Pierre Bénichou est celui qui me fait le plus rire. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi drôle et d'aussi capable d'improviser devant un micro comme lui. Vous êtes presque une petite entreprise, vous faites bouffer combien de personnes? Ça, j'ai aucune idée de ça, j'ai pas compté, mais c'est assez impressionnant, je vous l'accorde. Mais oui, je préfère même pas y penser, parce que c'est ça aussi qui parfois empêche d'arrêter quelque chose qui marche. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a toute une économie derrière, pour employer un mot d'entreprise. Mais c'est vrai, c'est ça, il y a une économie. Mais à force de faire des choses en bande ou pour un peu aider les autres, vous en oubliez un des aspects de vous qui était le one-man show que vous avez fait en 99. Non, mais peut-être que vous trouvez cet exercice trop solitaire? Non. D'abord, c'est pas ce que je préférais faire, la scène. C'est pareil, on m'y a un peu poussé, quoi, au départ. Moi, c'était écrire que je voulais, c'était pas monter sur scène. Écrire et faire de la radio, voilà, c'était deux trucs. La télé, je m'en foutais, et la scène, franchement, je pensais pas un jour monter sur scène. Enfin, solitaire, en l'occurrence, là, vous étiez monté avec la mise en scène de Pascal Légitimus. Je vais demander de vous faire la surprise de sa présence et il est venu. Pascal Légitimus, il est là. Vous étiez pas au courant, non? Non, pas du tout. J'ai pas dit de conneries. Pascal Légitimus. Je sais pas comment. Non, ici, ouais. Bien, on va faire ça comme ça. C'est gentil. Alors vous récupérez. C'était il y a presque 10 ans cette collaboration. Oui, il ne les fait pas. Non, c'est vrai. Vous avez récupéré cette matière vierge, si je puis dire, de Laurent Ruquier en one-man show. Qu'est-ce qu'il a fallu Enfin, je sais pas, tout était évident ou il y avait un truc principal qu'il fallait corriger? Alors, Laurent Ruquier, au début, quand j'ai vu son spectacle sur scène, c'était comme ça. Donc, il y avait une poursuite, et puis il était comme ça, les mains moites, les pieds poites, le cul coite. Et puis, il se baladait de gauche à droite, de cour à jardin, et maladroit, il balançait son texte. Alors, effectivement, c'était assez sobre. Donc je me suis dit, il y a de quoi faire. Mais je ne connaissais pas encore le monstre parce que c'est vrai qu'il est très introverti, très timide et véritablement mal à gauche et mal à droite. Donc très au centre. Alors je m'étais dit, comment on va faire? Donc effectivement, au départ, on a parlé du spectacle, du concept. Mais l'idée que j'ai trouvée à prime abord, c'était de le mettre à l'aise sur scène. Donc de mettre des éléments de sa vie de tous les jours.
un frigidaire. Comme ça, j'étais tranquille. Plutôt que faire ça, il ouvrait le frigidaire pour prendre une bière. Ça m'arrangeait. Ensuite, il y avait une petite table, donc il s'asseyait. C'était un enfer pour moi d'offrir un frigidaire, il ne se rend pas compte. Donc voilà, j'ai essayé de le mettre à l'aise. Il y avait deux idées très étonnantes dont vous êtes, je crois, à la genèse, en tout cas en collaboration avec Laurent. C'était donc le coming out. Oui. C'était quand même très étonnant à l'époque d'avoir quelqu'un qui révélait son homosexualité en fin de spectacle. Et puis une séquence hyper réussie et pourtant super casse-gueule. Il y avait une télévision, le journal de 20h passé, Laurent le regardait à nouveau et commentait l'actualité en improvisation. C'était quand même super casse-gueule de faire ça. C'était un gros challenge, mais c'était un événement. C'est-à-dire que quand il m'en a parlé, j'ai dit ouais, ça c'est une bonne idée scénique, banco. Effectivement, il enregistrait donc le journal et puis après, en live devant les gens, il le commentait. Alors ces qualités d'improvisateur sur l'actualité, on en parle, mais est-ce qu'elles sont vraiment réelles? J'ai sélectionné 5 unes de journaux de la semaine. Oula. On va voir si vous êtes forts, messieurs. Je te laisse faire. Messieurs, monsieur. Par quoi je commence? Ah, le pape. Ah, le pape Benoît XVI. Je vais apaiser la colère de Une bonne blague sur le pape, Laurent? Ah bah oui, ça si vous voulez, il n'y a pas de souci. Cette semaine, il a lancé une boulette dans le couscous musulman, hein, déjà. et il aurait mieux fait de réfléchir avant de parler, évidemment. Et on aurait dû lui apprendre à tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Mais comme il parle cette langue, ça fait 7 fois 7, 49 fois. C'est vous dire que quand même, il devrait avoir le temps de réfléchir avant de dire une connerie, quand même. Voilà. C'est pas si mal, hein. Moi, en fait, j'ai même pensé cette semaine... C'est pas vraiment de l'impro ce que vous me faites faire, évidemment, parce que j'ai travaillé tous les jours sur ces sujets-là. Donc moi, je vais faire de l'impro. Tous pour un et un couscous. Comme ça, c'est pas une petite vanne comme ça, une petite chute. Ah, une petite blague sur Alzheimer. J'ai changé la une et j'ai mis Lionel Jospin à la place d'Annie Girardot. Lionel Jospin, son combat contre sa maladie d'Alzheimer. Voilà. Ségolène, on n'en parle pas beaucoup en ce moment. Ah ben voilà, après la boulette, le couscous royal. Ben non, mais Ségolène, je la trouve formidable parce que c'est quand même dingue qu'elle prenne la place de son mari. C'est lui qui, logiquement, on le sait, tous les premiers secrétaires du Parti Socialiste ces dernières années sont devenus président de la République ou en tout cas candidat à la présidence. Mitterrand a été premier secrétaire du PS, Jospin a été premier secrétaire du PS avant d'être candidat. Et là, ce pauvre Hollande, lui, il croyait, paf, c'est sa gonzesse qui va à sa place. C'est quand même terrible pour lui. Mais en même temps, il doit pouvoir accepter facilement parce que Hollande, c'est le nom d'un pays où on peut mettre sa femme en vitrine. Le Stade français se met à nu. Ça, je me disais que ça pouvait vous inspirer. Ça, je peux pas sortir de blague. Je peux sortir autre chose, mais je peux pas. Non, c'est ça le problème, c'est la grivoiserie, c'est pas possible, Laurent. Non, je connais février, mars, avril, juin. Allez, une dernière. Le beau Harry Roselmack. Alors là, Harry Roselblack. Non, c'est pas ça, là, Pascal, je t'arrête tout de suite. Ah non, parce que là, regardez bien cet homme. Il a une particularité par rapport à tous les autres présentateurs du 20h. Ah, je vous le montre. Il est chauve. Ouais. Et c'est ça qui fait rager Patrick Poivre d'Arvor. C'est ça. Parce que ça fait des années que l'autre se fait chier à refoutre des implants petit à petit. On le remplace par un chauve. Les boules. D'ailleurs, on a remarqué que PPDA, maintenant, ne sort qu'avec son frère partout. Il a la trouille. Ouais. Il est traumatisé. Qui, lui, a moins de cheveux que lui. Et il n'ose même pas dire que son frère est son nègre. Ah, monsieur, tous les clients qui sont venus en cette clinique vous le diront, quand ils l'ont choisi, ils y restent. Oui, c'est pourquoi, monsieur? Des implants? Des implants capillaires. Oh, bah, je peux vous faire ça, monsieur, il n'y a pas de problème. Ça se verra, ça dépend. Vous êtes dégarni? Très dégarni? Chauve? Complètement chauve? Ça se verra, là, des implants, monsieur, là. Ça, c'est sûr. Bon, le mieux, c'est que vous veniez me voir. Est-ce que ça vous va vendredi à 16h? Très bien. À quel nom? Très bien, monsieur. À vendredi. Au revoir, monsieur. Vendredi, 16h. Michel Blanc. Une question dans le public. Bonsoir. Je vais peut-être refaire du one-man show, finalement. Oui, mais tu devrais. Pascal, pour vous, qui sort vraiment du lot dans le one-man en ce moment?
C'est vrai qu'il y en a, la scène One Man, elle est encombrée. Hein. Il y en a un paquet quand même, je sais pas. Il y a Muriel Robin, et Gad Elmaleh, Palmade. Mais dans la jeune génération, Eric et Ramzy, ils ont un univers. Donc ça se barre un peu comme ça, mais c'est un univers. Peu importe la forme, c'est le fond qui compte. Et les humoristes qui n'ont pas de fond, pour moi, c'est... je jette à la poubelle. La Griffe Ruquier, c'est quoi sa singularité, justement, par rapport, vous parliez de fond dans les one-man shows? C'est qu'il vit juste. En fait, il pense tout ce que les gens pensent tout bas. C'est ça qui est fort, c'est que un peu à la Coluche, c'est-à-dire qu'il vraiment il met le doigt là où il faut, enfin le doigt, il met là où il faut. Ressortez le calendrier. Mais il a une espèce d'intelligence, il chope les choses et surtout il dit la vérité, mais enrobé de quelque chose qui nous fait du bien. Merci à Pascal Légitimus d'avoir fait ce petit clin d'œil à Laurent. Merci beaucoup Pascal. Non, restez. Claudine, en place. Démonstration. Pour les seins, tapez 1. Pour les fesses, tapez 2. Pour les paupières, tapez 3. La notice placée dans la pochette de votre dossier vous donne les tissus de secours en cas de nécessité. La glutéoplastie se pratique avec 2 implants de gel silicone à l'avant des fesses, 2 implants plus cohésifs sur les flancs, 2 prothèses à l'arrière. L'accès à ces tissus est signalé par un cheminement opératoire entre les grands et moyens fessiers. Une ceinture de sécurité permet la tenue du ventre pour faciliter l'expulsion des gaz. En cas de douleur vive, vous trouverez un gilet de maintien de prothèse sous votre lit. Vous ne devez le gonfler que sur ordre du médecin. En cas de perte de conscience, un masque à oxygène tombera à votre portée. Appliquez-le sur le visage et respirez normalement. Nous vous remercions d'avoir choisi la clinique Jouvence et nous vous souhaitons une bonne intervention. Bon, juste un petit peu quelques mots sur vous quand même. Vous parliez de vos parents tout à l'heure. Il faut quand même savoir que vous êtes issu d'une famille de conditions modestes, on va dire. Votre papa était ouvrier chaudronnier. Et vous aviez surtout 4 frères et sœurs. Oui. Ils font quoi, vos frères et sœurs? Sans indiscrétion, mais... je peux vous dire, il y a ma sœur qui travaillait bientôt à la retraite, parce qu'il y a 13 ans de différence. Mais elle a travaillé depuis l'âge de 17 ans aux usines Renault Sandouville, dans les bureaux. D'abord à la chaîne et puis ensuite dans les bureaux. Et puis j'ai un frère qui est maître d'œuvre, qui s'est lancé dans la construction des maisons. J'en ai un autre qui travaille qui a la comptabilité dans une usine de tuyauterie et un autre qui a travaillé sur les chantiers navals dès l'âge de 16 ans avec mon père et qui continue. Mais ça tient à quoi? Pourquoi vous le showbiz d'un seul coup comme ça? C'est marrant, c'est vrai. Ça, je vais vous dire, je m'interroge là-dessus tous les jours. C'est vrai. Je me pince encore pour ce qui m'arrive. Laurent Ruquier s'est destiné à une carrière d'expert comptable. Non, mais vous y pensez pas? C'est même pas sûr. Enfin, comptable peut-être, mais... Non, mais ça vous paraît plausible aujourd'hui? Enfin, je sais pas quoi. Non, puis ça passe à J'ai pas de mépris pour les comptables, mais ça paraît assez éloigné de ce que vous faites. Telle vitesse, c'est ça surtout. Je peux pas imaginer, je vais bientôt quasiment fêter mes 20 ans à Paris, je peux pas imaginer que ça fait 20 ans que je suis ici et qu'il m'est arrivé tout ça. C'est pour ça que, tout pourrait s'arrêter, je le souhaite pas évidemment, mais tout pourrait s'arrêter, ça va quoi. Ça a été que gâteau quoi, cadeau, gâteau. C'est bon ça, c'est ce qu'on appelle la plénitude ça. Ouais, vraiment. Non, je suis très heureux. Je veux dire, je réalise bien la chance qui est tombée sur moi, quoi. Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose de gênant quand on a une famille comme ça, modeste, de gagner autant d'argent? C'est vrai que c'est un peu cliché, mais je sais pas. Je vais vous dire, ce qui n'est pas gênant, c'est qu'on peut les aider quand ils en ont besoin. C'est ça. Voilà, et ça, c'est formidable. C'est le cas de mes parents en ce moment, qui sont très âgés, et de pouvoir leur faire plaisir. Et ben voilà. C'est quoi votre luxe à vous? Mon luxe, c'est de pas compter. Vous voulez que je vous dise? Avant, j'allais au supermarché, je regardais comme tout le monde les prix. Oui, je dois avouer, aujourd'hui, je m'en fous, quoi. Je prends ce que j'aime et je regarde pas. J'ai cette chance de pouvoir le faire. Puis je suis pas quelqu'un qui pense à demain et tout ça. Demain, si j'ai pas un rond, tant pis, je me refringuerai comme sur la photo et je reboufferai des raviolis et des bolinos. Mais voilà, je profite. Voilà, allez, aidez-moi à l'allonger. Vous devriez lui laisser la statue, elle est en train d'étouffer. Claudine, c'est toi, docteur! Laissez-le! Je pense
c'est un truc un peu couillon, mais que vous aviez 4 frères et sœurs. On dit toujours qu'une fois adulte, on a toujours tendance à reproduire le schéma familial de son enfance. Pour vous, c'est mal barré, la famille nombreuse, hein? C'est une question intelligente, ça, dis donc. Une question maligne, délicate en plus. Pardon, ça m'est passé par l'esprit. D'abord, je vais vous dire, c'est pas interdit, on sait jamais ce qui peut arriver. Moi, d'abord, j'ai connu des femmes avant, et puis j'en connaîtrais peut-être, ça m'étonnerait. On vous drague ou pas, Laurent? Il y a des femmes qui vous draguent ou pas? Alors, bien sûr que ça m'arrive. Mais voilà, il se trouve que pour l'instant, faire un enfant. Il se trouve que pour l'instant, mais pourquoi pas, on y a pensé. D'ailleurs, même certains avec des amis à moi qui étaient célibataires, qui n'avaient pas de mec. J'ai eu quelques propositions, cher ami, mais je trouvais ça compliqué. La suite, on voit bien, c'est un vrai débat, même pour l'adoption des homosexuels. Par exemple, le mot mariage, c'est pour ça d'ailleurs que je suis tout à fait d'accord avec Ségolène Royal. C'est le mot mariage qui la gêne. Moi aussi. Ça me gêne. Pour moi, oui, un mariage, pour l'instant, c'est entre un homme et une femme. Et maintenant, il faut que tous les êtres humains aient les mêmes droits. Oh là là, mais enfin, des hommes, il y en a plein partout. Mignonne comme vous êtes, vous ne devez pas manquer de soupir, hein? Ah non, moi, c'est pas avant, c'est après qu'il soupire. Il couche, il soupire, puis il se tire. C'est déjà pas mal. Vous avez de la chance d'être belle. Moi, la seule fois où j'ai participé à un concours de beauté, c'était dans le jury. Et donc, ce côté pro-Ségolène, pourquoi elle? Juste pour la nouveauté. Juste par pitié, pas encore une présidentielle Jospin-Chirac, par pitié. Vous savez que ça nous pend au bout du nez, parce que l'autre, il est encore en forme, le chichi, on l'a vu. Et ça nous pend au bout du nez. Vous imaginez le drame, quand même. Mais c'est possible, j'ai la trouille de ça. Donc, je veux dire, Sarkozy, je ne partage pas ses idées, mais c'est un mec qui, quand même, tente de renouveler ce qui se passe à droite. Il parle de la rupture, et c'est vrai, quand même, il est plus jeune que les autres. Il a envie du pouvoir, il va faire des choses qui ne me plaisent pas forcément, mais au moins, il va faire bouger la droite. Et Ségolène Royal à gauche, pareil. Et on aura enfin un vrai débat, une vraie opposition, et on fera son choix, chacun avec ses idées. Moi, j'ai des amis de droite, des amis de gauche, mais voilà, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, ça me va, moi, ça me va très bien. Mais surtout pas Jospin Chirac, oh putain. On va terminer par un dernier petit jeu avant de se quitter. Allons-y, jouons, camarades. Non, mais comme vous êtes un improvisateur né, je vais vous proposer 5 noms de futurs probables candidats et vous me donnez leur slogan. Enfin, celui que vous inventez juste maintenant. Un slogan? Ouais. Vache. Ségolène Royal, je commence par le plus simple pour vous. Ségolène Royal. Oh putain, c'est pas facile. Non, je sais que c'est dur. Ah oui, oui, mais je vais y arriver. J'adore ce côté bon petit soldat. Ah oui, j'y vais. Ségolène Royal. Je ne suis pas de droite, je ne suis pas de gauche, votez pour moi. Voilà. Jean-Marie Le Pen. Ah, Jean-Marie Le Pen. Ça, je vais vous dire, je ne travaillerai pas pour lui. Je ne lui chercherai pas un slogan. Je mettrai sa tête et fuyez. Voilà. François Bayrou. Ah, mais j'aime beaucoup François Bayrou. Voilà, ça fait partie des hommes politiques que j'aime bien. François Bayrou, pas si mou. Nicolas Sarkozy, bien sûr. Nicolas Sarkozy. Ah, Nicolas Sarkozy. Moi aussi, j'ai été cocu. Ça, c'est un super slogan de campagne. Bon. Et pour finir, les communistes, ne les oublions pas. Marie-Georges Buffet. Sauver l'espèce en voie de disparition. Laurent Ruquier, messieurs, dames. Bien, Laurent. Merci beaucoup, bravo. Laurent Ruquier. Merci à tous, en tout cas, d'être restés. Merci au Théâtre de la Renaissance de nous avoir accueillis. Merci à France 3 Île-de-France et à bientôt pour un prochain 3e rappel. Ciao, ciao.